Le peuple noir m'attend pour les élections des hauts sièges, l'ouverture des jeux et des fêtes de la moisson. Et je dois régler le balai des circoncis. Ce sont là choses graves. Cher vieux Sénégal, il est temps que nous te lavions des calomnies qui te défigurent. Il est temps que nous te rendions ton visage de jeunesse. Il s'agit aujourd'hui, pour nous, Sénégalais et Sénégalaises, de défendre notre indépendance. Ce que l'on veut, c'est vous coloniser. Ce que l'on veut, c'est vous réduire en esclavage. Pour ma part, je suis prêt à mourir. Vous aussi, n'est-ce pas, pour que vive le Sénégal. Septembre 1939, la guerre éclate. Senghor est mobilisé. Le 20 juin 1940, dans un village de France nommé Villabon, il est capturé avec son bataillon. Les SS font sortir les soldats noirs, ils les alignent. Senghor se tourne vers ses camarades et dit simplement « Essayons de mourir en braves. Quand ils lèveront leurs fusils, nous crierons « Vive la France, vive l'Afrique noire !» Par miracle, ils sont épargnés. Senghor est interné 2 années dans les camps nazis, 2 années d'humiliation, de maladie, de solitude. Il en sort le 14 février 1942, usé, mais vivant. De retour à Paris, il retrouve ses élèves, les Pompidou, les cercles d'intellectuels africains. Il se rapproche d'Alioune Diop. Avec lui, il rêve de revues, de publications, d'une Afrique pensante et lisible. Le projet de présence africaine germe dans leurs conversations comme une graine dans la terre noire. Et il croise Sartre dans les cafés de Saint-Germain, fait la connaissance de Picasso, parle d'art, de race, d'absolu. En janvier 1944, De Gaulle convoque la conférence de Brazzaville. Il promet la liberté à l'homme colonisé. Mais c'est une promesse en demi-teinte, car l'autonomie reste un mirage. À Paris, Senghor lit les conclusions, puis écrit à Raymond Postal. Un chef-d'œuvre, mais à quand l'application ? Il commence à s'impatienter. Le 1er décembre 1944, les tirailleurs sénégalais réclament leur dû. À Tcharoy, on répond par le feu. Senghor, bouleversé, prend la plume. Il écrit à ses morts comme on écrit à ses frères. Prisonniers noirs, je dis bien prisonniers français. Non, vous n'êtes pas morts gratuits. Vous êtes les témoins de l'Afrique immortelle. Dormez ô morts et que ma voix vous berce, ma voix de courroux que berce l'espoir. L'été 1945 le ramène au Sénégal après 8 ans d'absence. Il traverse les villages, voit la misère, la famine, les maisons tombées en ruine, les visages fatigués. La guerre a tout ravagé, même les âmes. Il retrouve avec émotion Lamine Gueye, tout juste élu maire de Dakar. Celui-ci cherche un allié pour porter son combat au cœur de l'Assemblée constituante et pour représenter le Sénégal profond, il n'y a à ses yeux meilleur candidat que Senghor. Mais Senghor hésite. Il n'aime pas les joutes, les compromissions, les querelles intestines. Entrer en politique, c'est renoncer à sa thèse de doctorat, à sa vocation universitaire, à son rêve, servir son peuple par la plume. Il y a aussi Jacqueline Caour, la sœur de Claude Pompidou, à qui il a promis le mariage. Or, dans les cercles africains, une épouse blanche passerait mal pour un chantre de la négritude. Gueye le lui fait comprendre. D'autres, comme Mamadou Dia, lui reprochent ses longues années en France. N'est-il pas devenu un étranger à son propre peuple ? Un conseil de famille est réuni. Les anciens tranchent, il faut accepter. On paiera les frais de campagne. Senghor cède. Dans une lettre tremblante, il rompt avec Jacqueline. Le 21 octobre 1945, les 2 hommes du bloc africain l'emportent dès le premier tour.
À 39 ans, Senghor entre en politique. Le poète a laissé son cœur sur l'autel, mais il sait au fond que c'est en homme d'État qu'il va désormais écrire. Et rien, plus rien ne pourra arrêter l'irrésistible ascension de cet homme aux multiples visages, celui de l'humaniste profond et du politique rotor, du rêveur enchanté et du bâtisseur inlassable.